C'est parti pour la Ligue 2 et pour cette 28e journée. On va regarder un petit peu, on va se balader sur un peu toutes les pelouses pour voir les différentes réactions qu'on a recueillies sur maligue2.fr avec, voilà, avec les coupures de presse et tout. Donc on va regarder ce qui s'est passé. On va tout d'abord aller du côté de Quevilly. Quevilly qui se déplaçait, on va plutôt aller du côté de Guingamp. Guingamp qui recevait Quevilly, on va remettre tout un peu dans le bon ordre. Un but partout dans cette partie. Tout d'abord Baptiste Roux, 8e minute de jeu, et puis ensuite c'est Issa Soumaré qui va égaliser, 28e, on en restera là. Un but partout. Dans les colonnes des sources du Télégramme, l'entraîneur Stéphane Dumont, voilà ce qu'il dit. Il nous a manqué de la justesse et de la créativité pour mettre à mal un adversaire qui a bien défendu et pas simplement devant, même à l'intérieur du jeu. Nous avons été moins performants que d'habitude. Quand on enchaînait 2 passes, il manquait la troisième ou celle qui sort de l'ordinaire. Ce dribble qui ouvre un espace, le problème, c'est que lorsqu'on a la chance d'ouvrir la marque et de passer devant, il faut faire en sorte de ne pas donner la moindre chose pour s'offrir des espaces. Le regret, il est là. Ensuite, l'équipe a essayé, mais de manière trop brouillonne. Et du côté de Fabien Mercadal, l'entraîneur de Quevilly, je suis content du point. On avait mis comme objectif principal de ne pas prendre de but dans le premier quart d'heure et on a raté cet objectif. Il faut vraiment le travailler parce que c'était la première fois que Guingamp venait dans notre surface et ils ont marqué sur corner. On se doit d'être encore plus solide, mais on a vu des attitudes collectives qui permettent d'espérer. On voit une équipe qui est bien vivante. Source Paris-Normandie. C'est ce qu'on pouvait dire sur la rencontre donc entre Guingamp et Quevilly. On va aller du côté de Dunkerque cette fois-ci, où Dunkerque recevait l'équipe de Pau. Victoire des Dunkerquois grâce à Chokunte à 31e minute de jeu. Un seul but dans cette partie. On va écouter la réaction du milieu de terrain Mohamed Ouada. C'était sur le compte Twitter du club. On a fait un bon match de guerrier et ça s'est soldé par les 3 points. En plus, on sort de la zone. On s'était dit qu'il fallait prendre des points chez nous parce qu'on a un peu de mal à l'extérieur en ce moment. On a quand même gardé l'équilibre. On aurait pu marquer 1 ou 2 buts de plus parce qu'on a eu de grosses occasions. Et je pense que c'est mon match le plus abouti depuis le début de saison. J'ai la confiance du coach et j'essaye de la rendre au mieux. C'est une victoire très importante. Après, il nous reste 10 matchs. Il faut engranger le plus de points possible pour se sauver le plus rapidement possible. Un petit mot sur le public de Marcel Tribu. Il dit c'est un gros plus, c'est notre 12e homme et on espère qu'il sera encore plus nombreux au prochain match à domicile. On vous attend, on veut beaucoup de monde pour le match de Valenciennes, beaucoup de bruit et on fera en sorte de prendre les 3 points encore une fois. Et du côté de Didier Tolo, c'est pas le même son de cloche. Voilà ce qu'il dit. Il dit on a été bidon, moi y compris, dans mes choix, quand on ne met rien au niveau du match, dans l'agressivité et dans l'attitude. Vous êtes punis, c'est tout. On est passé à travers. Maintenant, il faut penser à celui de mardi. Et oui, car il y a une journée demain. On en parlera, on vous donnera le programme tout à l'heure. On va aller du côté du stade Océane et là on se déplace du côté du Havre, le Havre qui recevait Nîmes. Et c'est une défaite pour les hommes de Paul Le Guen avec Nîmes qui s'impose avec un but sur penalty à la 45e minute de jeu de Ben Raoult et ça suffit au bonheur de Nicolas Houssaye. Même si vous allez voir ce qu'il a dit tout à l'heure. On écoute la réaction de Paul Le Guen chez nos confrères de Paris-Normandie. Très dur de sortir de ce match avec une défaite. On a fait ce qu'il fallait pour que ce ne soit pas le cas. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'occasions, mais finalement Nîmes l'emporte. C'est dur à encaisser, on a fait un match plein. Il nous a manqué le réalisme, mais il n'y a pas grand-chose à reprocher aux joueurs. C'est dommage, on avait clairement une belle opportunité. Il faut donc très vite s'en remettre, retourner au combat et penser au match de mardi à Dijon. Oui, on a raté des occasions, on a tapé le poteau, mais c'est incroyable de sortir de ce match avec une défaite. Ça va être dur à avaler. Même si on ne la ramène pas, on a vraiment envie de se rapprocher de la 5e place. Je crois que c'est le match où on tire le plus. Il y a 21 frappes. C'est dur. Et du côté de Nicolas Houssaye, l'entraîneur de Nîmes, chez nos confrères du Midi Libre, il disait j'imagine la frustration du Havre qui a fait un très bon match. Le football, c'est comme ça. Parfois, on est dominé et on arrive à enlever la mise ce soir. D'ailleurs, ça me rappelle un match contre Nîmes, d'ailleurs, où Sochaux avait dominé. Et puis, Nîmes s'était imposé sur un coup franc. Alors, il continue à dire ce soir, donc ce samedi, on n'a pas été très beau. Ils ont eu les occasions, la possession, la maîtrise, mais l'objectif a été atteint. On n'a pas pris de but et en plus, on en a mis un. On ne peut pas toujours être brillant et élégant. Cette fois, j'avais dit aux joueurs que je voulais une équipe de chiens sur le terrain. Ils l'ont été et je suis satisfait. Et puis, dans le même genre, l'adjoint de Nicolas Houssaye a indiqué, donc Christophe Raymond a dit à Paul Le Guen à la sortie des vestiaires, désolé pour le hold-up, Paul. C'est ce qu'on pouvait retenir sur cette rencontre entre le Havre et Nîmes. On va aller du côté du Paris FC qui recevait l'équipe de Niort. Et c'est une victoire pour
Les Parisiens, 2 buts à 0, des buts signés Nam, 45e minute de jeu, et puis Kanté, 66e. On écoute la réaction, je vous lis plutôt la réaction de Thierry Lauré chez nos confrères de la Nouvelle République. On n'a pas pris ce match par le bon bout en première période et on a beaucoup de réussite d'ouvrir le score dans le temps additionnel. Il y a des jours où ça tourne du bon côté. En plus, on perd Morgan Guivalogui et on est obligé de lancer un très jeune joueur à sa place. C'était Johan Beka, 18 ans. On cherchait surtout à ne pas trop s'exposer. Et quand on met le deuxième, ça devient plus simple car ça libère un peu tout le monde. On sait qu'on part sur une semaine à 3 matchs et on a beaucoup de blessés devant, ce qui ne nous laisse que peu de possibilités. On est soulagé car c'est un peu ce qu'on craignait. Et du côté de Nicolas Desabre, l'entraîneur de Niort, futur adversaire des Sochaliens, ce sera ce mardi. La série se poursuit à chaque fois avec la même physionomie puisqu'on a l'impression de pouvoir prendre des points. Ce soir, donc ce samedi, je pense qu'on a fait jeu égal avec Paris, mais on a des situations offensives qu'on n'arrive pas à concrétiser. Et puis, il y a des faits de jeu qui font que le match bascule. C'est frustrant de faire un bon match et que sur une décision, il bascule d'un côté. La dure réalité, c'est qu'on enchaîne une défaite et qu'il faudra réagir. On a eu les occasions pour pouvoir mener et on ne l'a pas fait. Le pénalty me semble un peu sévère, mais c'est comme ça. Et après, on prend ce deuxième but sur un corner qu'on négocie mal. Il faut en faire plus, tout simplement. Il reste 10 matchs, dont 6 à la maison. Les 2 à venir de cette semaine vont être très importants. C'était ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre. On va aller du côté de Caen, cette fois-ci, où le leader Toulouse, on va dire, s'est fait corriger. 4 buts à 1. C'est l'équipe de Caen qui s'impose. 18e minute de jeu, c'est Mendy qui ouvre le score. Ensuite, 31e, c'est Johan Cour qui double la mise. Et ensuite, c'est donc Raphaël Ratao qui va réduire le score pour cette équipe de Toulouse, 2 buts à 1. Et ensuite, c'est Onyangé, 51e, et puis Nuno Dacosta, 71e, qui parachève le succès large des joueurs de Stéphane Moulin. Justement, on l'écoute. Je vais vous donner sa réaction de Stéphane Moulin. C'était au micro de France Bleu Normandie. Il dit: je voulais féliciter chaleureusement les joueurs car je les ai secoués la semaine dernière, notamment dans leur comportement en première période à Dijon. La réponse est nette, précise. Ils ont pris du plaisir et ils en ont donné. Et dans les temps qui courent, c'est bien agréable. On avait décidé de jouer relativement haut, de mettre une grosse pression au risque de passer parfois à travers de notre pressing. Mais on n'a pas laissé beaucoup d'espace et on a été efficace dans nos temps forts. Je ne pense pas que Toulouse pensait repartir avec un score aussi fleuve contre nous. Mais on l'a mérité. Notre match déclic, c'était Auxerre. Depuis, même si on n'a pas tout gagné, on a progressé. Maintenant, j'espère que l'après-Toulouse du match retour ne sera pas le même qu'après le match aller. Des regrets du classement? Non, on est parti de vraiment trop loin cette saison. On est presque sur une équipe type maintenant, alors qu'on a eu beaucoup de blessures par le passé. Je m'inclus dedans. On a mis beaucoup trop de temps à trouver quelque chose qui marche bien. On n'a pas de regrets à la 28e journée. On a des lacunes et aussi des forces, mais on a été trop longtemps privé de joueurs majeurs. En tout cas, la victoire de Caen ne se discute pas ce soir. Et du côté de Philippe Montagnier, il dit, c'est donc Michael Debève qui s'est présenté donc à la conférence de presse car Philippe Montagnier a été touché par la Covid. On lui souhaite d'ailleurs un bon rétablissement. Il a donc indiqué, Michael Debève: ce n'est pas un bon match, on démarre mal et on est puni tout de suite. Le deuxième but nous fait mal, ce n'était pas évident à la pause dans les têtes. On redémarre bien la deuxième période, mais on prend ce troisième but juste derrière. Juste derrière sur coup de pied arrêté. Caen y a cru, nous a poussé à la faute, a mis plus de détermination que nous. On pensait revenir à 2 partout, mais les Canets nous ont fait craquer. Ils ont été plus incisifs. C'était un jour sans. On n'a pas réussi à mettre notre jeu en place, à trouver des enchaînements aussi parce que les Canets nous ont bien bloqués. Il faut se reconcentrer très vite. Amiens arrive ce mardi. Et on va aller du côté d'Amiens, cette fois-ci du côté du stade de la Licorne, si je ne me trompe pas. Monsieur Frédéric Fitch va me corriger si je me trompe. C'était bien le stade de la Licorne, du côté d'Amiens. Et puis, donc Amiens qui recevait Nancy mal en point et qui voulait absolument encore se rapprocher, se sauver, bien évidemment, car ils sont en dernière position, les Nancéens. D'Albert Cartier, et c'est finalement raté. C'est Shadrach Akolo, 82e, qui marque l'unique but pour cette équipe d'Amiens. La réaction de l'entraîneur Philippe Inchberger qui lui dit: on savait qu'il fallait être patient, ne pas faire n'importe quoi. On a eu plus de mal à trouver la faille, à combiner avec nos attaquants maintenant, notamment sur la première demi-heure. Heureusement, on n'a pas subi de grosses foudres de l'adversaire. Je n'étais pas très satisfait de la première mi-temps. On avait fait des choses assez prévisibles. La deuxième mi-temps était plus emmenée des deux côtés. Il y a eu des phases de transition de part et d'autre. L'ouverture du score vient après une grosse occasion d'Aliou Badji. Je ne sais pas si c'est sévère pour Nancy de perdre, mais on a toujours cherché à pousser. Ce n'est pas notre meilleur match à domicile. Mais notre adversaire a été valeureux, a bien cadenassé le match. Il faut leur tirer un coup de chapeau. Si on avait perdu ou fait match nul ce soir, on aurait encore eu les conséquences de la défaite à Pau. J'attendais une attitude et un comportement différent. Oubliez que Nancy
était 20e. Cette 9e frappe récompense notre bon parcours à domicile depuis le mois d'octobre. C'était une source du 11hdfr.fr. Et puis également sur France Bleu Lorraine, Albert Cartier, lui, est revenu sur le fait que sur les 3 matchs qu'on a disputés contre Amiens cette saison, c'est notre meilleure prestation. On a véritablement montré qu'on était une équipe avec un cœur et qui respirait. Après, le football, ce sont des détails qui nous déchirent et nous trahissent. Les situations comme celle-là, je les connais, cela fait longtemps que je suis dans le foot. Il faut continuer à pousser et à faire avancer nos joueurs. On a bien travaillé, on a alterné attaque rapide, attaque placée. On a fait le jeu qu'on voulait face à une équipe plus puissante qui a plus d'impact que nous. On a été bon dans la récupération, on savait qu'avoir le ballon était le meilleur moyen de ne pas se mettre en danger. Dans le dernier quart d'heure, où on fermait complètement le jeu, où on faisait avancer la ligne pour essayer d'aller gagner que de prendre un point, je me suis dit qu'il fallait aller chercher la victoire. Une défaite n'est jamais la faute d'un seul joueur, tout le monde a ses responsabilités. Et on va regarder, il nous reste 2 rencontres, avec 2 rencontres où il n'y a pas eu de but entre le Grenoble et Rodez, un match important pour le maintien, avec Grenoble qui était 19e et puis Rodez 16e. Ça fait un seul point, pas de but dans cette rencontre, 0 partout. Et puis la réaction de Vincent Ognon, l'entraîneur de Grenoble. Achille Anani a bien bougé sur le front de l'attaque à son entrée. C'est à moi de trouver les solutions pour faire mieux. Florian Michel revenait de blessure. Quand il est entré avec Yorick Ravet, ça a apporté un peu plus de créativité. Mais en première période, c'était vraiment beaucoup trop peu. Je sais m'en contenter parce que je suis lucide sur ce qu'on a fait. Chaque match a sa vérité. Je savais très bien que ça n'allait pas durer tout le match ainsi, qu'on allait avoir beaucoup plus le ballon. Et le prochain match à Pau ne sera pas du tout le même. Chaque match a son histoire et je suis persuadé qu'on peut faire beaucoup mieux. Lorsqu'on joue avec le frein à main, ça devient difficile de créer des décalages. Le jeune Jacob Génaud et Florian Michel n'ont pas peur de garder le ballon. Ce sont des choses positives. On a pris 4 points en 2 matchs malgré des 2 contenus médiocres. Il faut savoir s'en contenter, même si je sais qu'on peut et qu'on doit faire mieux. Et du côté de Laurent Perlade, c'était chez nos confrères de Centre Presse Aveyron, il a indiqué, on a vu 2 équipes qui avaient un peu peur de faire des fautes qui peuvent coûter cher, mais pour commencer, une semaine chargée, on a pris notre petit point. On a été très discipliné, c'était un des objectifs de ce match. On était dedans, concentré, patient. Des matchs comme ça, il va en rester un paquet. Et puis justement, on lui pose la question sur le poteau de Julien à Célestine. Si on l'avait mise, ça aurait été ce qu'on avait prévu, faire durer le match et être efficace sur le peu de situations qu'on aurait. Ça aurait été parfait, mais je retiens la concentration, l'état d'esprit. Je n'ai pas de regrets. Et puis la dernière rencontre entre Valenciennes et Dijon. Pas de but dans cette rencontre également. On en reste à 0 partout. Et on va écouter la réaction du milieu de terrain. Enfin, on va écouter, je vais vous lire la réaction du milieu de terrain Quentin Lequeuch, qui est donc interrogé par le 11 valenciennois. Il dit on a quand même su bien aborder ce match face à une bonne équipe de ce championnat. Si on fait abstraction de leur classement, ce sont tout de même des bons joueurs. La différence dans un match de Ligue 2, c'est le réalisme. On n'a pas eu énormément d'occasions, mais on en a eu pour ouvrir le score et ça aurait changé la physionomie du match. Je pense qu'ils n'en ont pas pour nous mettre en danger et c'est là qu'on aurait dû faire la différence. C'est le genre de match qu'on doit gagner 1-0. Ils se sont mis à 2 lignes de 4 très serrées, ne jouaient plus du tout les contres, seulement le match nul et on n'a pas su emballer la rencontre. Je pense qu'on aurait plus gagné en passant sur les côtés, étant donné qu'ils étaient très regroupés dans l'axe. En passant sur les côtés et en centrant, on aurait pu trouver la faille. Notre regret est qu'on n'a pas su emballer, même à 11 contre 10. Il faut noter qu'il y avait eu l'exclusion de Senou Koulibaly à 61e minute de jeu. Et on sait qu'on a des joueurs capables de prendre les ballons de la tête et on essaye d'en mettre le plus possible devant la cage. On a eu quelques occasions comme ça, des coups francs, des corners, et on aurait pu débloquer le score. Il faut accentuer là-dessus parce qu'on a les joueurs pour le faire et sur ce match, c'était la clé pour l'emporter. Et du côté de Dijon avec Patrice Garande, du côté de la source, donc le 11hdfr.fr, je retiens le fait d'avoir pris un point. Dans des conditions difficiles, le match était fermé des 2 côtés, c'est plutôt un bon résultat alors qu'on a joué 30 minutes à 10. Après, l'expulsion ne m'a pas empêché de faire ce que je voulais. On n'a pas beaucoup pesé offensivement, mais on n'a pas été inquiété non plus. Finalement, j'ai trouvé les joueurs héroïques. Ils ont bien joué ensemble et ont démontré un très bon état d'esprit. Je regrette un peu de ne pas avoir fini à 11 jusqu'au bout, parce que j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait pu donner. On avait plus de maîtrise en deuxième mi-temps. C'était ce qu'on pouvait dire en tous les cas sur les différentes pelouses de cette 28e journée de Ligue 2. Et maintenant, on va s'intéresser à la rencontre entre Auxerre et le FC Sochaux Montbéliard. Donc vous pouvez déjà nous appeler pour venir en débattre avec nous, pour venir nous donner surtout votre sentiment sur ce match Auxerre-Sochaux. Les Sochaliens, on va dire, se sont inclinés 3-2 dans cette partie, avec tout d'abord une première mi-temps qui n'a pas été, qui a été surtout à réaction. C'est un
c'est peut-être un petit peu le reproche qu'on peut faire à cette équipe de Sochaux. Elle n'a pas forcément la maîtrise lors de toutes ces rencontres. C'est souvent par réaction, elle est menée au score et elle doit réagir. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut peut-être travailler. Justement, venez nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Et puis, on va regarder 3-2, comme je vous le disais. Avec dès la 5e minute de jeu, c'est Hamza Saki, passé par le FCSM il y a quelques temps, prêté par Auxerre, qui ouvre le score. Alors, il y avait une faute au départ de l'action, c'est pas faux. Elle n'a pas été sifflée, mais en tout cas, il s'est retrouvé tout seul. Il avait décoché une frappe que Mehdi Janin n'a pas pu sortir. Ça fait 1-0. Ensuite, Mathias Autrey, 13 minutes plus tard, va doubler la mise. On se dit que ça va être compliqué si le milieu de terrain de Sochaux n'a pas été non plus là présent en début de partie, mais cette équipe de Sochaux ne renonce jamais et elle va continuer, elle va insister et puis elle va marquer par Yann Kitala, 36e minute de jeu. Mais au retour des vestiaires, c'est Gaëtan Charbonnier, 56e, qui va donner un avantage un petit peu plus conséquent avant qu'une nouvelle fois cette équipe de Sochaux ne réduise le score par Tony Mauricio, mais on va en rester là, pas d'égalisation en vue pour les Sochaliens. Je vous propose d'écouter déjà l'avant-match, c'était chez nos confrères de Beansport avec Samuel Olivier puis Robert Malm. Et voilà, justement avec les coachs Omar Daf et puis également Jean-Marc Furlan. Jean-Marc Furlan sont à vos côtés pour décrypter ces compos. Salut tout le monde, salut Olivier, c'est un immense plaisir, une chance de vous avoir comme d'habitude en avant-match. Jean-Marc, je commence avec vous êtes à côté de moi. On connaît l'importance d'être toujours bien placé à la sortie de l'hiver, d'être prêt pour le sprint final. Votre équipe vient de réaliser 3 victoires consécutives. Est-ce que la JOCR est sur sa rampe de lancement? Je le souhaite, même si avant le match, on n'est jamais sûr de rien, parce que c'est vrai qu'on a fait un bon match à Rodez, un excellent match, mais c'est vrai qu'il y a toujours de l'incertitude pour un entraîneur avant une rencontre. Surtout qu'on a en face une très belle équipe, qui joue bien au football avec de très bons joueurs. Donc c'est quand même une interrogation avant une rencontre, de savoir si on sera à la hauteur et si on va pouvoir développer notre football. Omar, votre équipe également dans le bon wagon, Sochaux à 1 point seulement de votre adversaire du jour. Néanmoins, contre les gros, on l'a vu, Ajaccio, Toulouse, Paris FC, ça cale. Quel était un petit peu, par exemple, votre discours cette semaine auprès de vos joueurs pour les décomplexer un petit peu? Nous, on ne se focalise pas sur ça. Ce que je dis aux joueurs, c'est que le plus important, c'est le contenu. Quand on regarde depuis le début du championnat, on n'a jamais quitté les 5 premières places. Donc il y a une raison aussi. Et même si on a eu 2 contre-performances, on a manqué un peu de réussite. Maintenant, on a remis les pendules à l'heure contre Guingamp, qui était une équipe qui était en forme. Là, cet après-midi, on affronte encore une équipe d'Auxerre qui a de la qualité, qui est en forme. À nous de rester fidèles à nos principes. Voilà, jouer notre football tout simplement. Allez messieurs, on va jeter un œil aux compositions. Ça, c'est votre domaine et on va vous laisser parler. Jean-Marc, le retour de Gaëtan Charbonnier et Mathias Autrey. Oui. Alors que la semaine dernière, sans eux, vous réalisez un match éblouissant, vous avez des problèmes de riche, Jean-Marc. Oui, c'est pas des problèmes de riche. En fait, c'est surtout que je me posais la question, effectivement, je me suis posé la question de savoir si je reconduisais la même équipe. Mais par rapport à ça, par rapport à la valeur de Mathias et de Gaëtan, j'ai préféré faire ce système-là et mettre en place Gaëtan et Mati. Omar, un mot sur votre compo. On a retenu Kaloulou, votre meilleur buteur qui démarre sur le banc. C'est Kitala qui va occuper le front de l'attaque. Oui, depuis la saison, Aldo a quasiment disputé toutes les rencontres. Donc pour moi, c'était important de le soulager, sachant que Yann revient aussi en forme. Et on a opté pour de la fraîcheur sur ce match, raison pour laquelle j'ai titularisé Steve Ambry et Alan Virginius. À eux de montrer qu'ils ont le niveau pour prendre le relais des joueurs qui ont battu Guingamp le week-end dernier, mais j'ai confiance en eux. Merci énormément, messieurs, d'avoir partagé ce moment. Merci et bon match à vous. C'était donc l'avant-match avec les coachs Omar Daf et puis également Jean-Marc Furlan. Allez, on écoute un petit peu cette première période avec tous les buts. Allez, nous y sommes, ce sont 2 clubs importants du foot français, 2 équipes joueuses également, 2 équipes surtout qui visent la montée en Ligue 1. Tout est réuni pour un super match entre Auxerre et Sochaux dans un stade de l'Abbé des Champs bouillant aujourd'hui. Bien joué ça. Ça passe encore, les Auxerrois percutants, intéressant dans ce début de match, la frappe et le but d'entrée. Hamza Saki, l'ancien Sochalien qui punit son ex-équipe, 1-0 déjà pour la JOCR. On joue depuis moins de 5 minutes. Ouais, effectivement, une récupération
assez haute et ensuite ça a très très bien combiné avec plusieurs échanges pour aller trouver Saki plein axe. Et il a été très très surpris, Jeannin, parce que ce ballon il est très flottant. Denis Bonnet, notre réalisateur, va évidemment nous remontrer ça. Vous allez voir l'attitude. Birama Touré. Ils ont du mal, les Sochaliens au milieu de terrain. Décalage, Saki. Les milieux. Carlen Sarkus, la montée de Carlen Sarkus, le centre d'Arcus, au cœur de la surface de réparation. Il y a Matras au traite et ça fait 2-0 pour la JOCR. C'est encore une fois un très très bon mouvement collectif de la part des Auxerrois avec ce décalage. On l'a dit, au milieu ils ont du mal, les Sochaliens, à contrer. Regardez les échanges là. Il va y avoir le déboulé de Carlen Sarkus avec un très bon centre. Donc le gardien ne peut pas sortir. Josas des Auxerrois, ça fait 43 cette saison. C'est tiré le ballon, deuxième poteau qui touche le montant. C'est pas terminé. Situation confuse devant le but de Donovan Léon. Et Aneba qui se prend la tête à deux mains. Il avait une balle pour réduire l'écart. Après cette opportunité incroyable en faveur du FCSM. Oui, parce qu'il est très bien frappé, il est surtout dévié au premier poteau et derrière la tête sur la barre. Et là on se demande comment ils n'ont pas réussi à la mettre au fond, incroyable. Regardez là les dévis au premier poteau, ça c'est une erreur de la défense auxerroise. Et derrière l'enchaînement, le ping-pong là. D'une rivalité historique et violente entre les supporters, plutôt entre quelques supporters. Attention à Ndou, le ballon et l'intervention incroyable de Donovan Léon et Sochaux qui réduit l'écart en marquant en deux temps grâce à Yann Kitala. Ouais, c'est lui qui marque son troisième but de la saison. Contre toute attente, Sochaux revient complètement dans la partie. Ouais, effectivement, pour une fois ils ont réussi à vraiment bien conclure, parce qu'on avait dit qu'ils avaient un petit peu de mal. C'est une perte de balle juste sur la ligne médiane et derrière ils se projettent nombreux. Regardez, hein, il y a 5 joueurs sochaliens là, le centre est magnifique. Centre en retrait, une première tentative de Rassoulengay avec une jolie finition aussi. Avec Gauthier Hain pour un coup franc tiré, un corner tiré deuxième poteau. Jubal 1-0 donc, qui avait déjà remporté le match aller. Gauthier Hain, encore un bon contrôle, le voilà dans la surface de réparation, il est passé. Gauthier Hain, le petit ballon, deuxième poteau, ça va revenir sur Charbonnier. La reprise, raté, le ballon qui file au-dessus du but de Mehdi Janin. Encore une jolie séquence auxerroise. Ah oui, avec une superbe ouverture de Quentin Bernard ici, incroyable. Gauthier Hain sur 1 mètre, il va laisser Ndour sur les fesses pratiquement, et derrière quelle intelligence et quel collectif surtout. C'est ça qui est beau dans cette action, le sens collectif. On l'a vu, Gauthier Hain qui va aller piquer son ballon au second poteau pour aller trouver aux traites. C'était la première mi-temps d'Auxerre-Sochaux. Donc vous voyez qu'à la mi-temps, il y a 2-1. Donc Sochaux peut tout de suite revenir dans cette partie. On va écouter tout de suite les réactions de Gaëtan Charbonnier et puis également Gaëtan Westbeck pour savoir ce qu'il va falloir faire en seconde partie, en seconde période. Resserrer le bloc parce qu'on s'est beaucoup étiré, ça a laissé beaucoup d'espace à Sochaux. On va essayer de resserrer le bloc pour les maintenir comme ça et après ça à nous de jouer pour marquer le troisième but. Merci beaucoup, bonne deuxième. Ce qu'il va falloir apporter en seconde période, on vous a vu revenir très bien et très compensé, revenir au score en première pour revenir dans cette rencontre en deuxième période. Ouais, il est loin d'être fini ce match, je pense. Voilà, le match est très ouvert, c'est deux équipes qui jouent au foot, donc forcément il y a des situations. Je pense qu'on devrait encore mieux gérer nos coups offensifs parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'espace quand Auxerre perd la balle. Donc maintenant c'est à nous de mieux faire sur la deuxième mi-temps sur ce domaine-là. Mais comme dit, le match est loin d'être fini, à nous de continuer, d'être plus costaud défensivement et de concrétiser offensivement. Merci beaucoup, allez vous mettre chaud. Merci Gaël. Et oui, ce match était loin d'être terminé. Et on va écouter justement cette deuxième période avec ce but pris par les Sochaliens dès la 50e minute de jeu. Et puis ensuite, ils vont réagir, les Sochaliens, mais toujours un peu en réaction. Et tout le cas, ça donne 3-2. Bien joué. Carmen Sarkus, Charbonnier, Hamza Saki de l'autre côté, au trait, c'est magnifique le centre de trait. Et Charbonnier, bien sûr, il ne faut rien lui laisser à ce garçon. Ce ballon mal maîtrisé par Mehdi Janin est le meilleur buteur de la GIA, l'un des meilleurs buteurs de la saison. Gaëtan Charbonnier qui vient planter son 14e but.
de cet exercice 2021-2022. Et encore une fois sur un excellent mouvement collectif. Regardez d'où ça part de tout là-haut avec Artus. Et c'est Charbonnier qui fait la remise pour décaler et qui se retrouve plein axe après. Et encore une fois une très bonne remise d'Autrette. À ce sujet, vous pouvez retrouver d'ailleurs cet extrait sur les réseaux sociaux de cet entretien avec Maxime. Attention à Kalulu en retrait, la possibilité de revenir, c'est fait. C'est Tony Mauricio qui redonne de l'espoir à Sochaux. 3-2 dans ce match complètement dingue. Il reste un quart d'heure qui va être fou incontestablement entre ces deux équipes. Ah ouais, ils n'ont pas pu tenir, c'est étonnant parce qu'ils avaient décidé de changer de... ils sont percés plein axe par ce ballon superbe, le ballon en retrait et la finition de... Et c'est fait Auxerre, signe sa 14e victoire de la saison, sa 4e de rang. On n'avait plus vu une telle série de victoires à Auxerre depuis 2013. Et oui, depuis 2013, décidément, Sochaux, là, ça réussit pas trop du côté du stade de l'Abbé des Champs. Chaque fois que j'y suis allé, moi, chaque fois on a perdu. Donc, bon, là, les supportrices et supporters n'étaient pas présents au stade suite à un arrêté préfectoral qui leur interdisait. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que je pense que ça aurait été une belle fête, même si, bien évidemment, la défaite est au bout. Mais on se déplace aussi pour vivre de belles choses, la convivialité aussi quand on fait un déplacement donc en parkage. Mais en tous les cas, c'était interdit pour cette rencontre. Finalement, score final 3-2 pour cette équipe d'Auxerre. On écoute Tony Mauricio, le milieu de terrain sochalien, meilleur joueur du mois. D'abord, on vous sent un peu surpris sur le temps additionnel. Bah ouais, j'étais pas au courant en 2 minutes, alors que je crois qu'il y a eu, on a fait tous les changements. Enfin, je comprends pas, après c'est l'arbitrage, pas à cause de ça qu'on perd, hein. Faut être honnête. Voilà, on a fait un match, c'était compliqué, et une bonne équipe d'Auxerre, et on perd, et voilà, hein. Pas grand chose à dire. Hein. Pourtant, vous donnez les moyens, vous faites le jeu, vous revenez à l'image de votre but. Il y avait quand même des intentions dans cette rencontre de la part du dieu, c'est Sochaux. Ouais, on y croyait forcément. Je pense qu'il ne manquait pas grand chose pour faire basculer le match. Après, c'est comme ça, ils l'ont emporté, et félicitations à eux. Hein. Et oui, ils l'ont emporté, les Auxerrois qui ont bien démarré cette entame de match. Peut-être que c'est là que Sochaux, que les joueurs sochaliens ont pêché un petit peu. Il faut peut-être que c'est comme on le disait tout à l'heure, peut-être qu'il faut il faudra plus de maîtrise peut-être pour la saison prochaine, même si la saison n'est pas encore terminée. Attention, il y a un match qui arrive face à Niort, du côté de Niort. Niort qui reste sur quelques succès également. Hein. Niort qui a battu quand même Toulouse sur son terrain 2-1 au stade René Gaillard. Niort qui a battu aussi le Paris FC 4-1. Niort qui s'est incliné il n'y a pas très longtemps face à l'AC Ajaccio 1-0, mais dans une rencontre où l'AC Ajaccio s'en sort quand même, il faut le signaler bien. Donc ça ne sera pas un match simple avant de recevoir justement Rodez. Rodez qui va lutter la semaine prochaine, donc qui va lutter aussi pour son maintien en Ligue 2. Donc ce sera des matchs importants, des matchs que Sochaux doit gagner, car Sochaux est un petit peu décroché au classement, mais vraiment rien n'est fait. Après ça va être compliqué tout de même d'aller chercher Toulouse, mais car Toulouse est déjà à 10 points. Mais même le Paris FC, ça va être très compliqué. Mais si on pouvait rester dans le top 5, je pense que ce serait pas mal. Comme le dit Omar Daf, c'est vrai que cette équipe de Sochaux n'est jamais sortie du top 5. Donc ça serait en tous les cas une belle récompense. Puis peut-être accrocher les barrages, qui sait. Le foot est tellement irrationnel par moment. Mais justement, on va écouter la réaction de Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de la JOCR après cette partie. Jean-Marc, une magnifique après-midi de football. Qui plus est, la JA remporte ce match. Oui, bon, ça fait plaisir de faire 4 victoires d'affilée, ça fait vraiment plaisir, même si on n'a pas eu toujours la maîtrise comme j'aurais voulu l'avoir, mais on a vu des buts, au moins les gens étaient contents, et puis on prend 3 points, donc c'est très agréable, même si j'aurais aimé en fin de match avoir beaucoup plus de conservation du ballon et avoir plus de maîtrise, voilà. Et tout le monde marque, ça c'est aussi des signes pour un coach et pour un collectif qui sont positifs et qui sont intéressants. Non, c'est vrai, puis en plus on a fait des changements, donc ce qui est intéressant c'est de concerner tout le monde. Et puis bon voilà, ce qui est très important, c'est que depuis qu'on est arrivé, c'est la première fois qu'on fait 4 victoires d'affilée, donc c'est assez sympa pour l'ensemble des joueurs. Il y a une très bonne dynamique collective. Après, moi, voilà, je peux toujours... ce que j'aime bien, c'est avoir la conservation du ballon et avoir la maîtrise du ballon. Et à la fin, on a eu beaucoup de mal dans ce domaine. Voilà.
Justement, vous avez mentionné la superbe période, les 4 victoires consécutives. Comment, au quotidien, là, quand la semaine va reprendre, on surveille les petits signaux de peut-être de suffisance, de surconfiance, de relâchement? Comment on Non, surveille c'est surtout c'est comment on concerne un groupe de 16-18 joueurs. Parce que là, on a 3 matchs d'affilée. En plus, on reçoit Toulouse, qui est une très grosse équipe. Donc, voilà, c'est comment on est capable, avec 16-18 joueurs, avec les jeunes derrière, de continuer à progresser, quoi. C'était donc l'entraîneur d'Auxerre, Jean-Marc Furlon. Et là, on va écouter l'entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard, Omar Daf. Vous allez voir, il n'est pas très content après l'arbitrage, notamment sur le premier but, où il pense qu'il y a une poussette. Donc, il n'est pas très content après l'arbitrage. Vous allez entendre tout de suite l'entraîneur Omar Daf. Oui, vraiment merci d'être avec nous, Omar. Simplement, votre sentiment et votre analyse de cette rencontre. Votre équipe s'est vraiment donné tous les moyens pour revenir. On s'est donné tous les moyens, bien évidemment, mais il y a des faits de jeu qui nous ont mis en difficulté d'entrée. C'est clair que face à cette équipe d'Auxerre, mener 1-0, ça fait leur jeu. Et je sais que c'est difficile d'arbitrer, mais à un moment donné, il faut nous respecter parce que sur le premier but d'Auxerre, il y a clairement faute, tout le monde le voit. L'arbitre s'est trompé, mais il doit avoir l'honnêteté aussi de le reconnaître. Malgré ça, on n'a pas lâché. Je pense que dans le jeu, on a rivalisé face à une très grosse équipe d'Auxerre. On a eu des situations. Malheureusement, ce 3e but nous fait très mal. Justement, le jeu que vous avez voulu proposer constamment, même en étant mené, c'est sur ça que vous allez vous appuyer dans votre discours pour relancer vos garçons la semaine prochaine? Oui, c'est ce qu'on fait depuis le début. En ce moment, on manque de réussite. On fait aussi certaines erreurs qui nous coûtent très cher. Maintenant, à nous de continuer à être cohérents, de continuer à proposer ce que nous faisons. Venir ici rivaliser avec cette équipe, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de le faire. Voilà, on montre qu'on a des qualités. Maintenant, comme je le disais cette semaine, à nous d'être plus réguliers, plus constants pour pouvoir battre ce genre d'équipe et espérer quelque chose en fin de saison. Merci beaucoup, Omar. Merci à vous. Et oui, ce sera donc un déplacement du côté de Niort qui aura lieu ce mardi, donc c'est-à-dire demain, à partir de 19h, avec le groupe qu'on connaît déjà. Ça y est, on a déjà le groupe socialien, c'est tombé. Avec tout d'abord, dans les buts, on aura soit Mehdi Janin ou également Maxence Prévost. Voilà, j'avais perdu le prénom. Et puis ensuite, en défense, du côté de la défense, on retrouvera Florentin Pogba, Ismaël Aneba, Christophe Diédiou, Marvin Senaya, et puis Abdallah Ndour et Valentin Henry. Du côté du milieu de terrain, on aura Ousseinou Thioune, et puis Rassoul Ndiaye également, Younes Kabouni, Gaëtan Westbeck, Tony Mauricio. Après au milieu de terrain également, on va dire en ailier, on aura Samir Faraj aussi qui revient dans ce groupe. Également Steve Ambry, Alan Virginus, Maxime Dokuto. Et on aura également... J'ai perdu les prénoms. Aldo Kalulu, voilà, je vais y arriver. Et puis également, on aura Kitala qui sera présent du côté Johan Kitala. Yann Kitala, décidément j'ai du mal ce soir avec les prénoms. Yann Kitala qui a marqué d'ailleurs du côté d'Auxerre, et puis on espère qu'il marquera encore avec Aldo Kalulu. Enfin bref, que tous les joueurs de Sochaux ne vont pas tous marquer un but demain soir, ça ferait beaucoup de buts, mais en tous les cas ramener une victoire avant d'enchaîner du côté ce samedi du côté du Stade Monal face à Rodez. Ça serait 6 points qui seraient bienvenus au classement. Donc c'est un groupe de 19 joueurs. Donc je pense que la rentrée, le retour d'Ousseinou Thioune va faire du bien au milieu de terrain sochalien. Et puis également avec Sami Faraj qui donc arrive dans ce groupe. Du côté des jeunes, il s'est passé des choses ce week-end, les jeunes du FCSM, avec tout d'abord un match amical de la Nationale 3, car on jouait les matchs en retard, on en parlera avec M. Frédéric Fitch juste après, avec donc le FCSM qui joue un match amical face au FC Saint-Louis-Nevèque, défaite pour les Sojaliens, 1-0. En U17, le FC Metz recevait l'équipe de Sochaux, et c'est une victoire des Sojaliens, 3-2. Des buts signés Noah Koto, et puis également... 2 fois Koto. Oui, c'est ça, 2 fois. Cléo Mélière également, et puis Tony Bisset du côté de Sochaux. Je crois que c'est les bons noms. En tout cas, j'espère ne pas me tromper. Mais en tous les cas, c'est Tony Bisset, Joachim Tony Bisset, pardon, et Cléo Mélière. Et puis du côté des U15, c'est
Une défaite pour les Sochaliens à domicile face à la Auxerre, justement 3-0. On en parlait juste dans cette émission, bien sûr, puisque Sochaux était en déplacement du côté d'Auxerre. Je vous donne tout de suite cette 29e journée qui aura lieu ce mardi 15 mars à 19h. Oui, Fred, tu voulais dire? C'est M. Nicolas Ravid qui arbitrera le match de Chamonix-Orty FC-SM. Eh ben, merci pour cette info. Ce sera son 13e match qu'il dirigera. Oui, qu'il dirigera dans un match du FC-SM. Eh Il a déjà affronté le 3 décembre dernier pour la réception de Pau. Donc. Bon, on espère qu'on aura du Pau, c'est ça? Allez. On va le dire comme ça, avec donc ce mardi 15 mars, donc cette 29e journée qui débutera donc pour toutes les rencontres à 19h. On aura Nancy-Paris FC, Niort-Sochaux, on en a parlé, Dijon-Le Havre, Valenciennes-Caen, Quevilly-AC Ajaccio, Nîmes-Auxerre, Toulouse-Amiens, Pau FC Grenoble, Rodez-Guingamp et Bastia-Dunkerque. Au classement, Toulouse est en tête 57 points, suivi du Paris FC 55 points, Auxerre 3e 51 points, l'AC Ajaccio 51 points et 4e, 5e Sochaux 47 points, 6e Le Havre 41 points. Et puis en bas de classement, on retrouve 18e Quevilly 30 points, 19e Grenoble 29 points, 20e Nancy 20 points. Tout est très serré depuis 19e Grenoble 29 points jusqu'à même Dijon qui est 13e avec 34 points. Il n'y a que 5 points. On sait qu'en football, avec les victoires à 3 points, ça va très très vite. Avec Gaëtan Charbonnier qui est en tête du classement du buteur, 14 buts, avec Mendy de Caen, 14 buts, et puis Ray Sellet, le joueur de Toulouse, en est à 13 buts. On va s'intéresser maintenant à Maxime Docouteau. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le Maxi Ligue 2 de nos confrères Samuel Olivier et puis également Robert Malm la semaine dernière. Oui, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine avant, je ne sais plus. Non, la semaine dernière. Et puis, l'invité, c'était Maxime Docouteau, donc, qui est arrivé il y a très peu de temps du côté de cette équipe sochalienne. Et puis, vous allez voir, il va revenir un petit peu sur ce qui se passe, parce qu'il a joué 3 ans du côté de l'Olympique Donetsk. Et il va revenir un peu sur ce qui se passe en Ukraine, forcément dans un contexte qui est dramatique, terrible. On n'a même pas de mots pour dire ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Et vous allez voir, il en a parlé justement sur le plateau. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Et bienvenue ici dans Maxi Ligue 2. Salut Maxime. Salut. Ravi de partager quelques minutes avec vous avant le coup d'envoi de ce Toulouse-Dunkerque. Nous sommes au cœur de 3 heures de direct, 3 heures de Ligue 2. Le choix musical déjà pour commencer? Non. Guna. Alota Cake. Guna, c'est le groupe ou le chanteur? C'est le chanteur, ouais, l'artiste. Et Alota Cake, c'est le titre. C'est le titre. Ok, pourquoi non, ce choix? C'est juste un de mes sons préférés de son dernier album, c'est tout. Je découvre. Je découvre tous les jours. Vous, le joueur de Sochaux, vous allez nous accompagner pour parler évidemment de l'actualité sportive, mais pour parler aussi, et là on va baisser un peu la musique, parce que ça n'est pas de circonstance, de l'actualité dramatique pour le coup en Ukraine. 12e jour de conflit aujourd'hui, suite à l'invasion russe, des images invraisemblables. On en a vu encore aujourd'hui un continent européen qui est en guerre sur cette partie est, entre la Russie et l'Ukraine. Bilan imprécis évidemment, mais déjà tragique. Vous avez joué à l'Olympique Donetsk. Vous étiez délocalisé à Kiev les 3 dernières saisons avant de rejoindre Sochaux cet été. Comment est-ce que vous vivez cette guerre à distance, avec des amis certainement, avec qui vous êtes toujours en contact, qui sont en Ukraine? C'est compliqué parce que je m'y attendais pas honnêtement. J'avais quelques amis brésiliens qui ont réussi à rejoindre Rio il y a seulement 2 jours. J'ai des amis ukrainiens avec qui je m'entendais bien. On a gardé contact sur les réseaux. Et eux-mêmes, ils réalisent pas en fait, parce que c'est un peu, ça a surpris tout le monde. C'est un conflit qui date depuis 2014, je crois. Et on aurait tous espéré que ça se calme, mais malheureusement, ça a éclaté. Et ouais, c'est très particulier. Ouais. On y reviendra, si vous le voulez bien, avec plus de détails tout à l'heure dans le Face à François. Un Face à François un peu spécial donc concernant cette actualité en Ukraine. Et bien justement, le Face à François, on va l'écouter. Il va revenir un petit peu sur ce qui se passe du côté de l'Ukraine, même si il ne maîtrise pas tout, bien évidemment. Mais on va l'écouter tout de suite. Bonsoir Maxime. Non, ça c'était la fois d'avant, c'est ici. Évidemment, de ce qu'il se passe en Ukraine, ton regard sur l'actualité sur place nous intéressait parce que tu as un rapport très très particulier à ce pays. C'est lui qui t'a tendu la main quand le monde pro tout simplement s'éloignait pour toi en France. Ouais, c'est vrai, c'était compliqué, tout était fermé. Et je ne vais pas dire que je suis un aventurier, mais
Je sais pas, je sentais, je voulais pas refaire une saison en National 2 ou National 3. Je voulais surtout pas cette étiquette de joueur de, entre guillemets, amateur. Et je me suis dit, quitte à tenter quelque chose à l'étranger, de rentrer dans le monde professionnel et d'essayer de se percer comme ça, se frayer un petit chemin. Tu parles de 3 années qui t'ont fait grandir en tant que joueur, en tant qu'homme. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Un exemple tout bête, quand tu fais un mauvais match ou match moyen, tu as 2h30 de chez toi, tu vas te ressourcer auprès de ta famille. Quand tu es là-bas, tu es tout seul. Donc j'ai eu de la réussite quand même, parce que je suis tombé sur des bons coachs. Un coach qui a fait 12 ans dans le staff de l'Atlético Bilbao, c'est un coach espagnol, j'ai eu un coach brésilien, j'ai eu pas mal de coachs, j'ai eu une légende qui a joué au Shakhtar. Donc j'ai eu cette réussite d'expérience, riche en expérience, où j'ai rencontré des bonnes personnes. Et après, oui, forcément, d'être seul, ça te forge dans un bon sens. Alors, tu restes 3 saisons à l'Olympique Donetsk, mais Samuel l'a dit en début d'émission, en vivant et en jouant à Kiev, puisque Donetsk, la capitale du Donbass, était déjà en guerre. Aujourd'hui, la guerre s'est propagée, les bombardements autour de Kiev se multiplient. On dit même que le pire est à venir. Tu arrives à penser foot en ce moment, j'imagine que ça ne doit pas être facile. Ouais, c'est compliqué. Après, c'est ça d'être un professionnel, il y a le foot et le privé, on va dire. C'est vrai que quand je discute avec mes amis là-bas, c'est assez compliqué. Hein. Ils sont si tu as dit entre 18 et 60 ans, tu es bloqué, donc tu peux pas quitter le pays. Il y en a un qui faisait sa prépa en Turquie, sa femme elle est à Kiev, donc elle a réussi à rejoindre les Vives, mais bon. Tout est compliqué. Tout est... tu l'as dit, entre 18 et 60 ans, les jeunes, les hommes sont réquisitionnés. C'est le cas de certains de tes ex-coéquipiers. Est-ce que tu as des nouvelles d'eux? Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce que tu ressens dans leur voix, dans leurs écrits? Je ressens pas de la détresse, mais ils ont peur. Et en même temps, ils sont un peu pris au piège parce qu'ils ne vont pas laisser leur pays. Donc ils sont aussi impliqués. Mais ouais, quand même un peu déprimé. Il y en a un qui m'a dit, il va chez lui, il fait sa toilette, il prend des affaires et puis il retourne dans un bunker. Donc ça, c'est super difficile. Et puis personne ne sait jusqu'où ça va aller. Et il est là le problème. Et toi, de loin, tu dois être dans un état de sidération. Cette ville, Kiev, tu l'as vue calme, jolie, tranquille. Et c'est plus ça d'aujourd'hui. Ça doit être très bizarre. Oui, j'aurais jamais imaginé. Je jouais avec un joueur français la saison dernière qui, lui, est retourné cette saison. Donc il y était là. Et il me parlait du conflit, que ça chauffait. Et moi, ma mère m'a déjà envoyé quelques messages dans les années précédentes parce que des fois, il y avait des petites tensions. Mais je me suis jamais vraiment inquiété parce que je me suis dit qu'ils allaient trouver un terrain d'entente. Et puis finalement, voilà, ça a explosé. Parce que avant que Kiev soit assiégé, on n'en parlait pas du tout. L'ambiance était sereine? Non, les joueurs dans mon équipe, ils étaient tristes d'avoir perdu Donetsk, du coup. Et ils pouvaient me montrer des photos de la ville pour me montrer qu'elle était super belle et tout. Mais voilà, on s'est fait au fait de vivre à Kiev et c'était comme ça pour eux. Et il n'y avait pas d'autre solution. Mais c'est sûr que ça... c'est autre chose. On se sent impuissant quand on est loin comme ça de potes ou d'ex-potes, d'ex-coéquipiers qui eux sont vraiment face au danger et que nous on est loin et on est loin de tout ça. J'ai pu aider un ami à moi parce que sa femme était à Kiev et du coup il fallait prendre un bus de Kiev à Lviv et elle avait besoin d'argent. J'ai trouvé aussi un contact parce que j'ai une femme. Je connais une femme à Tours et elle a pas mal de contacts, elle aide beaucoup les étrangers. Et elle m'a donné un contact à donner à mes amis ukrainiens qui est sur Kiev pour qui va essayer de les faire sortir, que ce soit des étudiants ou des personnes qui travaillent tout simplement. Mais c'est sûr que j'ai essayé de faire passer la chaîne, j'ai discuté, mais bon, ils sont un peu... C'est super compliqué. Dernière petite chose, avant le match de ce week-end, Didier Tolo, l'entraîneur de Pau, a déclaré voir toutes ces images avec le peuple ukrainien qui part à cause de la folie d'un homme. Ça me choque, je pense que le milieu du football doit aussi en parler. Je ne sais pas si ça nous perturbe, mais quand tu suis l'actualité, le football te paraît quand même très très loin. Est-ce que c'est un sujet dont on parle aujourd'hui dans le vestiaire à Sochaux? Est-ce que naturellement, ou est-ce que tu essaies de sensibiliser tes coéquipiers à ce qui se passe sur place? Non, forcément. Vu que j'ai joué en Ukraine, ils le savent, ils me demandent, ils me posent des questions, ils sont super curieux. Mais c'est un sujet compliqué parce que c'est la politique, on ne sait pas vraiment ce qui se passe et on ne connaît pas les détails. On s'y intéresse, ça préoccupe tout le monde. Forcément, ça préoccupe et puis ça fait bizarre même de voir des joueurs du Shakhtar, de Dynamo, ils
ils ont fait une vidéo pour demander de l'aide sur les réseaux. Ben, ça touche forcément tout le monde. Et tu te demandes qu'est-ce qu'ils vont faire, les mecs, maintenant, ils vont jouer où? Ouais. Merci. Maxime de Couteau face à France. C'était Maxime de Couteau, le milieu de terrain sochalien, qui revenait justement sur l'actualité du côté de l'Ukraine. On espère simplement que la paix va vite arriver, voilà, au vu de ce qui se passe du côté de l'Ukraine. On va refermer cette page Ligue 2 et puis on va regarder un petit peu les résultats. National 2 et National 3. Mister Frédéric Fitch, c'est à vous avec des matchs en retard, il me semble. Non, en National 2, c'était une journée normale de championnat. C'était la 21e journée. Avec tout d'abord, dans le groupe B, l'ASM Belfort qui recevait la réserve de Lens. Et ça fait un but partout entre les Belfortais et les nordistes. Au classement, Belfort est 13e avec 22 points. Quant à la prochaine journée ce week-end, les Belfortins iront du côté du FC Fleury 91. Alors dans le groupe C, avec Jura Sud qui recevait Marignan Gignac, et ben ce sont les Jurassiens qui se sont imposés 2-0. Jura Sud est 7e avec 29 points et ce week-end ils se déplaceront du côté de la réserve de l'Olympique Lyonnais. On passe à la Nationale 3, il y avait 3 matchs en retard en fait, avec tout d'abord le Racing Besançon qui se déplaçait du côté du CA Pontarlier, dont vous pouvez voir le résumé du match filmé par moi-même, donc, qui était du côté du stade Paul Robe ce samedi après-midi. Bravo. Victoire 2-1 avec un but de Raphaël Diaz dès la 18e minute sur penalty, puis un but de Pontarlier à égaliser, puis c'est Chris Malonga d'ailleurs, une belle tête sur corner à noter, puis ensuite un but de Chris Malonga à la 86e minute, à 5 minutes de la fin, donc donc ça fait. On peut dire que les Racingmen reprennent des couleurs. Et oui, ils repartent avec une nouvelle dynamique. Forcément, on le sait, il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe. Et puis, Pontarlier, lui, va essayer de se sauver car ils sont en bas de classement ils aussi. Sont pas encore maintenus, également, ils ne sont pas encore maintenus. Et c'est vrai que c'est bon. Après, la pelouse était compliquée, comme on le dit, mais elle est compliquée pour les deux équipes. Allez-y, monsieur Fitch, continuez. Quant à son co-leader, le FC Guignon, il se déplaçait du côté de Morteau-le-Bon et ce sont les Guignonnais qui se sont imposés 1-0. Et quant à Valda-Anversel, il se déplaçait du côté de Monceau. Ça s'est pas très bien passé pour les hommes de Greg Tourneau puisqu'ils ont perdu 3-0. On peut dire que pour Valdaon, c'est quasiment le... Ça va être très compliqué. Oui, ça va être très compliqué. La relégation en Régional 1 n'est pas très loin. Ils pourront s'enorgueillir d'avoir quand même battu le leader le Racing Besançon, au stade il y a une semaine. C'est pas si vieux que ça. Mais après, en football, voilà, il faut toujours se battre, toujours aller jusqu'au bout. On va regarder le classement. Le Racing Besançon est premier avec 36 points. Deuxième, Guignon avec 34 points. La réserve du FC Sochaux Montbéliard suit troisième avec 31 points. Jura de Loire est quatrième avec 29 points. Et puis sinon, CA Pontarlier est 10e avec 16 points. Je donne le classement de ceux qui ont joué ce week-end. Et puis Valdaon ferme la marche avec 4 points. Quant à la prochaine journée, le Racing Besançon ira du côté de Selongé, tandis que le Besançon Foot recevra le CA Pontarlier. Et puis aussi le Valdaon-Versel qui recevra Guignon. Grand Villard recevra l'équipe de Dijon, la réserve de Dijon. Le FC Sochaux Montbéliard, la réserve, recevra Morteau-le-Bon. Et Jura de Loire recevra Paron. Bon, ok, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur National 2. National 3, on peut dire que nous suivrons bien sûr les deux clubs ce week-end. Oui, bien sûr, on sera sur tous les terrains encore ce week-end. Que ce soit à Selongé ou au Sadéo Lagrange, de toute façon. Exactement, merci monsieur Frédéric Fitch. On va regarder un petit peu.